Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous nous retrouvons pour le deuxième volet du premier conte de Rabbi Nachman de Breslev, à savoir la princesse disparue. Et donc, je vous avais expliqué que cette princesse disparue pouvait symboliser différentes choses, à savoir la teshuva, c'est-à-dire le retour vers soi-même, cette réunification de l'être qui prend en considération toutes les parties dont il est constitué. Ça peut aussi signifier la tefila, c'est-à-dire la prière. Comment est-ce que moi, finalement, je fais très concrètement, j'opère ce partenariat avec le divin, avec l'infini, à la fois l'infini qui est en moi, mais également l'infini qui est à l'extérieur de moi et qui est dans ce monde aussi. Et donc, en fait, voilà, il y avait plusieurs grilles de lecture, mais aujourd'hui, je vais m'atteler donc à la teshuva, c'est-à-dire toujours ce retour vers soi. Et donc, eh bien, il se trouve que si on considère à ce moment-là que le vice-roi, eh bien, c'est la neshama, c'est l'âme qui se dit, mais enfin, mais comment est-ce que je vais aller récupérer, là, comment je vais réussir à faire en sorte qu'il y ait cette connexion qui s'opère et que, je dirais, toute l'enveloppe, le corps, mais aussi, encore une fois, le nefesh, c'est un concept, c'est le premier degré d'âme qu'on appelle l'âme animale, et donc qui contient toute notre personnalité, je dirais la manière dont cette identité spirituelle, elle va pouvoir s'exprimer dans ce monde, de manière très concrète. Et donc en fait, la neshama, elle se pose la question, elle se dit comment je vais pouvoir faire. Et dans ce cadre-là, elle va demander finalement au roi, elle va lui demander trois choses. Elle va lui demander d'abord un serviteur, ensuite elle va lui demander un cheval, et après elle va lui demander de l'argent, en se disant, je pars, je ne sais pas combien de temps ça va durer, il va falloir aussi que je puisse pourvoir aux besoins durant cette aventure, cette grande pérégrination, puisque nous avions précisé que ça allait durer des années et des années. Et donc en fait, on va parler de la symbolique de ces trois choses déjà, donc au niveau du serviteur. Le serviteur, il va représenter les yeux de la Neshama. C'est-à-dire en fait, les yeux, les yeux qui a le regard qu'il va y avoir besoin de développer justement pour le Nefesh, que la Neshama puisse imprimer un tout autre regard sur les choses. Et donc, ça parle de quoi ? Ça parle du fait que la plupart du temps, on va rechercher les solutions, nous, avec notre vision du monde telle qu'on nous l'a apprise, c'est-à-dire beaucoup dans l'extériorité des choses, avec finalement des connaissances qui ne sont pas des connaissances spirituelles, mais justement aux antipodes, des connaissances qui sont ancrées dans des sciences profanes, dans de la philosophie tout à fait profane, dans tout ça. Et donc en fait, comme si finalement, déjà une des premières choses qu'il faudra faire, c'est se nourrir à complètement autre chose pour que le regard puisse se déployer et puisse complètement se retourner, s'inverser. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est tout l'objet de la carte dans les arcanes du tarot de Marseille, c'est la carte du pendu. Autrement dit, c'est comment est-ce que j'arrive véritablement à retourner entièrement pour, je dirais, avoir ce regard sur le subtil, le monde que je ne vois pas et qui est omniprésent, qui existe plus que tout le reste, mais qui est finalement le plus ignoré. Bon. La deuxième chose qu'il va demander par rapport à ça, ça va être... Donc, je précise quand même une chose. Ça veut dire que déjà, dans les habitudes que l'on a, il va y avoir déjà pour déployer, ouvrir ce besoin de se connecter au monde subtil, donc de travailler avec nos sens subtils. Et donc, d'où le fait que je fais aussi des week-ends là-dessus, parce qu'en fait, c'est au lieu de faire confiance que à son cerveau tout le temps, qui est extrêmement limité, encore une fois, eh bien, je vais devoir m'appuyer sur, je dirais, quelque chose qui correspond à ce monde invisible. Parce que si j'essaye de rentrer dans un monde avec le mauvais langage, je dirais, je vais tout comprendre de travers. Et c'est ce qui se passe pour l'être humain. Donc c'est déjà hyper intéressant de comprendre ça. Le deuxième point, ça va être le cheval. Alors le cheval, il va symboliser en fait la pensée.
Et donc, quel est le propre du cheval? C'est que le cheval, pour ceux qui ont fait de l'équitation, je n'ai quasi jamais pratiqué, mais bon, je suis montée une ou deux fois et voilà. C'est quoi le principe du cheval? C'est qu'en fait, s'il n'y a pas un cavalier qui tient bien les rênes et qui arrive à imprimer quelque chose au cheval, sa volonté au cheval, le cheval, il en fait qu'à sa tête, il fait absolument ce qu'il veut, il part où il veut, etc., etc. Voilà, donc après, il y a tout un art derrière pour effectivement comment dans l'équitation et dans une équitation dans un rapport à l'animal, mais en tout cas, de toute façon, il va falloir comprendre qu'il y a un maître et qu'il y a quelqu'un qui doit suivre. Et donc, on parle de la pensée ici, c'est-à-dire arriver justement à calmer ses pensées, à les maîtriser. C'est pour ça qu'en fait, c'est très intéressant de constater qu'une des premières choses, quand Rabbi Nachman de Breslev a rencontré son futur élève, la toute première fois, qui s'appelle Rabbi Nathan, eh bien, il a constaté que c'était un homme extrêmement, un jeune homme, extrêmement angoissé, extrêmement, je dirais, perturbé, et donc avec des pensées qui partaient dans tous les sens, ce que j'appelle assez souvent le ressassement mental. C'est comme ça que j'ai appelé ça dans le livre que j'ai écrit sur les inclassables, c'est-à-dire ça part dans tous les sens. Il n'y a pas de possibilité à un moment donné d'arriver à calmer l'esprit et à accéder à une forme de clarté. Donc deuxième chose qui est demandée, c'est justement déjà je dirais comme une espèce de renouvellement de la pensée et en tout cas d'apaisement, de calme, de quelque chose qui va permettre finalement d'apprendre à réfléchir. Voilà. Mais quand c'est le balagan et que ça part dans tous les sens, eh ben on n'y arrive pas. Troisième point, ça va être on a dit l'argent. Et l'argent, lui, va symboliser toute l'imagination. Alors, dans la tradition hébraïque, on parle de deux imaginations, l'imagination négative et l'imagination positive. L'imagination négative va consister à se dire qu'en fait, il nous manque toujours quelque chose pour arriver à faire autre chose. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'imagination négative. C'est si j'avais ça, alors je pourrais faire ça. Si j'étais en couple, alors je serais heureuse. Si j'avais de l'argent, alors je pourrais aider. Si j'avais du temps, alors je pourrais, etc., etc. Et que dans la tradition hébraïque, on va s'apercevoir que on va fonctionner à l'inverse. C'est-à-dire, si déjà, effectivement, je suis heureux, alors ça va être bien évidemment beaucoup plus facile de rencontrer la personne qui me correspond. Vous voyez, et on va systématiquement inverser pour arriver à se dire, en fait, quand j'ai l'idée, quand je suis devenue et quand j'ai réussi à obtenir quelque chose, alors les moyens, ils arrivent. Alors tout arrive. Pourquoi? Parce que j'ai le réceptacle pour recevoir la chose. Donc en fait, déjà, au niveau de cette symbolique de l'argent, c'est quoi? C'est qu'en fait, et c'est très typique de notre monde, c'est qu'on fonctionne complètement à l'envers. Parce que nous, on se dit qu'on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas assez. Donc en fait, c'est globalement, comme il me manque la richesse. Alors que, eh bien, sans cette richesse-là, je peux rien opérer. Alors qu'on va considérer en fait que, eh bien, Dieu nous a donné absolument tout ce dont on avait besoin pour opérer ce que l'on voulait vraiment. La seule chose, c'est qu'en fait, au début, il va falloir faire selon nos moyens, au stade où c'est. Et plus on va avancer, et plus finalement, si ça doit se développer, les moyens, ils vont arriver. Voilà. Donc, de partir complètement à l'envers. Donc déjà, dans la symbolique des trois choses qui sont demandées donc, par la Neshama, c'est on a 3 points extrêmement importants pour... je dirais, sont des pistes de réflexion, de travail pour se débarrasser d'un certain nombre d'empêchements, de barrières pour accéder à cet échouva. Alors, ensuite, eh bien, il nous est dit, donc je vous avais lu le tout premier paragraphe où je vous disais que ça se finissait par voici maintenant le récit de sa recherche et de sa découverte. C'est-à-dire que tout de suite, on avait précisé qu'on nous dit bien, de toute façon, ça va se faire. Et je vous avais dit,
c'est extraordinaire parce que c'est une promesse. C'est-à-dire que dans le conte de Rabbi Nachman, quand il nous dit effectivement, il chercha très longtemps, etc., jusqu'à ce qu'il la trouva. Autrement dit, c'est comme les promesses qu'on a dans la Torah, c'est, eh bien, de toute façon, sachez que celui qui cherche, il trouve. Voilà. Et donc, mais c'est extraordinairement joyeux de se dire ça, parce que même si ça passe par des périodes difficiles, de toute façon, à partir du moment où vous le voulez, on va vous le donner. Alors, et donc, et je vous avais dit également qu'en fait, tout l'intérêt et l'essentiel du conte, c'était quoi? Puisqu'il y a tout ce petit paragraphe rikiki au début, après il y a plusieurs pages pour raconter justement comment il va la retrouver. Que tout l'important c'était dans le chemin. Et donc je continue le début du récit. Il chemina longtemps par les déserts, par les champs et les forêts. Il chercha très longtemps. Donc déjà je m'arrête là. À savoir que ça y est, c'est le début de sa quête. Et qui va aller dans 3 endroits spécifiques qui sont les déserts, les champs, les forêts, qu'on va préciser, à savoir, le premier, les déserts. Alors les déserts, en fait, quand j'ai préparé ce conte, j'ai pensé à une chose, je vais vous dire, c'est Las Vegas, en fait, voilà. C'est-à-dire que là, et retenez bien, parce que là, il y a un pluriel, après, on va l'avoir au singulier. Les déserts, c'est quoi ? C'est les endroits où finalement il n'y a rien d'intéressant, mais on est peut-être alors à des degrés différents, des stades différents, mais on est plein à avoir recherché finalement l'essentiel de notre vie dans les amusements, certains qui les boîtes de nuit, qui j'en sais rien moi, comment les soirées festives, tout ce que vous voulez. Quand je dis Las Vegas, c'est quoi ? C'est pas péjoratif, hein, et d'ailleurs il n'y a jamais aucun jugement là-dedans, mais en tout cas ça fait partie de nos vies d'être allé chercher des choses comme dans des activités ou des rencontres qui n'avaient rigoureusement aucun intérêt, où il n'y avait rien en fait. Mais bon, on s'est dit sur un malentendu, on ne sait jamais, si jamais ça peut me donner la pêche et que finalement je peux trouver là mon essentiel dans ma vie, si ça marche, ça marche. Bon, voilà. Alors, selon chacun d'entre nous, on a passé plus ou moins de temps dans les déserts, mais bon, logiquement, on a tous un peu baroudé là-bas. Et puis après, donc il y a les champs. Alors, que vont représenter les champs ? Alors, ce sont des endroits où il y a déjà un petit peu plus de nourriture, on va dire. Il y a, je dirais, alors, en préparant le conte, je me suis posé la question quel exemple je vous prenais. Et je me suis dit, ça peut être, je sais pas, ça peut être des groupes où finalement moi j'ai fait par exemple partie d'un groupe de littérature pendant plus de 10 ans, j'étais passionnée, j'étais une grosse boulimique de lecture. Et pour m'apercevoir au bout d'un moment, en fait, que ça tournait en rond et que c'était pas mon essentiel, justement. Alors oui, il y avait des choses intéressantes, il y avait des choses de temps en temps, on grappillait de ci, de là, etc., mais qu'il y avait rien qui finalement permettait ce retour à soi, qu'il y avait rien qui permettait cette connexion véritablement avec soi et que, en fait, je m'ennuyais. Voilà. Et donc en fait, ça peut être ça, mais ça peut être parfois des expériences dans certaines associations. Il y a des associations géniales où vraiment ce qui est fait est extraordinaire. Et puis il peut y avoir des assos dans lesquelles en fait ça s'est énormément politisé, où ce sont des guerres d'ego et les résultats obtenus ça vaut pas grand-chose. Voilà. Donc on peut réaliser, comme il peut y avoir des assos super, mais en tout cas les champs vont représenter tous ces endroits dans lesquels on passe, où on pense qu'on va vraiment se sentir nourri et où on va pouvoir se trouver soi-même et où en fait non, il n'y a pas la rencontre, ça ne se fait pas. Et puis derrière, les forêts. Et les forêts représentent dans je dirais la symbolique des contes de Rabbi Nachman, la forêt représente vraiment là où il y a pléthore en nourriture, où on peut trouver énormément de choses. Et mais là aussi, il va pas réussir à faire cette teshuva, il va pas réussir à faire ce retour vers lui-même. Vous voyez combien c'est extraordinaire de se dire. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie qu'en fait, que ce soit finalement dans les déserts, dans les champs ou dans les forêts,
quel que soit l'entourage qu'il va y avoir, eh ben, il ne va pas trouver le moyen de reconnecter. Et vous savez que dans cette démarche, c'est très intéressant parce qu'en fait, euh, j'ai longtemps constaté, comme chez moi-même d'ailleurs, qu'au début dans la démarche, vous, on critique beaucoup l'extérieur et qu'on se retrouve dans des endroits puis on se dit, bah, comme on se sent pas nourri, on se dit c'est nul. Non, c'est juste que en fait, c'est nous qui n'a. Alors oui, il y a des endroits nuls, ça je suis d'accord, mais mais surtout ce que ça va signifier, c'est que comme nous, on n'a pas recréé je dirais cette reconnexion avec nous-mêmes, on va être sans arrêt déçu finalement de ce que le monde extérieur peut nous amener. Et c'est ce que Rabbeinu est en train de nous expliquer là. Que ce soit finalement dans les déserts, dans les champs ou dans les forêts, tant que la teshuva elle n'a pas été faite, et bien même quand finalement on se retrouve face à des gens super, même là on va passer à côté, même là on va pas pouvoir se nourrir parce que on n'a pas opéré cette connexion et que en fait ça veut dire quoi? Que l'essentiel, si on ne le trouve pas à l'intérieur de nous, on va avoir une forme d'incapacité à aller le cueillir à l'extérieur. En tout cas, on ne va pas le vivre comme de l'essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas accéder à la vie. Donc c'est fabuleux. Enfin, les contes de Rabbi Nachman pour ça, je dirais, vous savez, je médite beaucoup, j'écoute beaucoup, je les relis. Voilà, ne croyez pas, ce conte-là me donne du grain à moudre et continuera à m'en donner pour voir comment ça résonne finalement dans nos vies à chacun. Moi, je vous donne une explication de ça, mais mais que je retrouve en fait aussi chez pas mal, et je pense que ça peut vous parler. Si vous êtes en chemin et que vous vous dites, ben, malgré tout, moi j'ai la sensation que finalement, même quand j'entends des choses super, mais que ça me réveille pas en fait, ça veut dire qu'en fait je suis pas encore réveillée. Ça veut dire que j'ai pas encore trouvé la vie, j'ai pas encore trouvé cette espèce de petit fil qui va faire que ça, tout va d'un seul coup s'ouvrir. Voilà. Et alors juste après cette petite phrase, vous voyez, je viens de vous expliquer juste une phrase, il cheminait dans le désert. Alors, je vais finir. Lorsqu'il vit un sentier sur le côté. Et là aussi, je vais m'arrêter juste à ça. À savoir, il cheminait dans le désert, c'est plus le même. Ça ne correspond pas au désert qu'il y avait avant au pluriel. Le désert va correspondre à quoi? À la période ou aux périodes de notre vie où on va se retrouver dans des endroits où on se dit mais il n'y a rien là-dedans. En fait, ça correspond à des phases d'incompréhension extrêmement profondes de nos vies, où la seule chose qui va continuer à nous faire avancer dans notre recherche, c'est quoi? Et qui va nous donner ce courage et cette force, ça va être précisément le fait d'avoir cette espèce alors je parle souvent de la Emouna, mais c'est ça, de se dire au bout du compte, mais de toute façon, je sais qu'il y a quelque chose. Je sais que j'ai pas rêvé, je sais que, voilà. C'est complètement intuitif. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais je continue. En sachant que de toute façon, souvenez-vous toujours qu'il y a cette promesse de toute façon, on ne vous laissera jamais tomber. De toute façon, il y a un filet de sécurité. Et que quand on est complètement à plat et qu'on est complètement par terre, il y a une lettre dans l'alphabet hébraïque qui en parle de ça, vous serez toujours soutenu. On ne vous lâchera jamais parce qu'en fait, là-haut, dans le ciel, quand on voit quelqu'un qui part sur ce chemin-là, on se dit mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc dès lors qu'il y a ce toute petite lumière qui s'allume et qu'on commence à écouter, ça veut dire qu'il y a déjà une foultitude de personnes qui se disent « Ouh là là, celui-là, on va surveiller ». Et on est là, on est présent parce qu'on ne va pas le lâcher. Voilà. Et donc en fait, dans ce désert, alors il y a une chose qui est extraordinaire aussi, c'est ce petit chemin de côté. C'est quoi ce petit chemin de côté où il est dit en fait, voilà, il chemine lorsqu'il vit un sentier sur le côté. Alors vous voyez qu'on va retrouver la vision, on va retrouver un regard. Ça veut dire que déjà il y a un regard qui est devenu un peu différent. Le petit sentier sur le côté, alors en hébreu il y a 4 mots pour parler du chemin. Et là en fait le mot qui est employé c'est le mot shvil. Et shvil c'est
un sentier qui n'est pas emprunté souvent. Donc en fait, c'est un sentier un peu caché. Si vous allez justement dans les forêts, etc., il y a des fois, on devine qu'on peut passer par ici ou par là. Mais en fait, vous voyez que c'est pas suffisamment fréquenté pour avoir la certitude que. Autrement dit, le petit sentier sur le côté, c'est déjà le fait qu'il soit sur le côté va signifier qu'en fait il va falloir sortir des sentiers battus, on dit en français. C'est exactement l'expression. Autrement dit, je vais devoir trouver mon propre petit sentier qui s'ouvre et ne pas suivre et emprunter les chemins que tout le monde emprunte dans cette voie-là. Et c'est extraordinaire parce que finalement, c'est là aussi où on se rend compte que je dirais que dans une vraie recherche, eh bien, en fait, on est comment on appelle ça? On est des découvreurs, on est des aventuriers, et que la vie, elle est étonnante à ce niveau-là, parce qu'en fait, elle nous fait passer par des chemins complètement inattendus. Ce qui fait, je vais même vous dire une chose, qui vous prouve que vous êtes sur la bonne voie, c'est quoi? Déjà, c'est qu'il y aura des moments où vous allez vous sentir extrêmement seul. Parce qu'en fait, justement, comme il n'y a personne qui passe par ce chemin-là, vous vous dites, ah oui. En tout cas, je dirais, apparemment. Mais vous n'avez pas vu qu'il y avait des gens qui étaient passés avant vous par ce chemin-là. En tout cas, c'est le vôtre de chemin. Il vous appartient. C'est-à-dire aussi, dans cette symbolique, ça va être à vous d'ouvrir, ça va être à vous de piétiner, ça va être à vous d'ouvrir la voie, votre voie. Parce qu'en fait, c'est la vôtre, elle vous appartient. Et que c'est pour ça que c'est intéressant, les témoignages. C'est intéressant de voir tout ce par quoi les gens passent. Parce que comment la vie, elle est extraordinairement créative, imaginative aussi, en fonction du tempérament de chacun, en fonction de ce qu'il a à découvrir, eh bien, il n'y a pas de vie pareille, quoi. Alors, il y en a des archétypes en commun, et c'est intéressant de se retrouver sur des choses en commun. Mais chacun a une voix tout à fait spécifique, tout à fait propre. Et donc, en fait, par rapport à ce chemin de côté, quand ce chemin-là est visible, c'est l'entrée, le tout démarrage de la délivrance. Autrement dit, ça y est, la délivrance va nécessiter de sortir, donc finalement d'aller dans des endroits où personne ne va, en tout cas de passer par un chemin par lequel personne ne passe, qui est le vôtre, et donc de se mettre en marge finalement par rapport à l'entourage. C'est pour ça que oui, ça demande du courage, oui, ça demande de la force, oui, et c'est pour ça que ça se fait petit à petit, et que ça se fait pas seul, hein, parce que c'est complexe, mais que ça n'est pas parce que justement on est soutenu, aidé, qu'on travaille et qu'on étudie avec tel ou tel, et que c'est pas notre chemin. Ça signifie quoi, ça? Ça veut dire que justement, ce sera toujours à vous de vous réapproprier, quelle que soit la personne que vous croisez et où vous vous dites, là il y a de l'intelligence, il y a de la vérité, il y a de la vie, il y a quelque chose ça me parle, ça vibre et ça résonne. Mais de toute façon, personne n'est capable de vous prendre votre chemin, c'est le vôtre. Et donc dans la manière dont vous allez recevoir les informations, ça veut dire aussi que derrière, il y a toute la phase d'intégration qui va faire que ce sera effectivement à vous. Je vais éteindre le téléphone, j'ai oublié de le faire. Hop là. Pour que... hop. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça autrement? Alors, je vais continuer un petit peu. Il réfléchit et se dit, je marche depuis si longtemps dans ce désert sans pouvoir la trouver, donc trouver la princesse. Empruntant donc ce sentier, peut-être atteindrai-je ainsi des terres habitées. Vous voyez que sur le démarrage de sa recherche, une chose très intéressante, c'est que c'est même plus la princesse qu'il cherche. Il dit, de toute façon, elle est partie tellement loin, je sais tellement pas où c'est cette échouva, comment je vais m'y prendre? Eh bien, peut-être que finalement, je vais retrouver au moins un endroit où il y a des gens qui habitent. Voilà. Et que... alors, qu'est-ce que ça montre, ça? Déjà, tout ce changement de regard,
c'est que et comment est-ce qu'il arrive à se dire peut-être que je vais rencontrer des terres habitées. Là, il y a une chose très importante, c'est que quand on est dans ce chemin, quand on est dans cette recherche, dans cette solitude, euh, à un moment, on a besoin. Pourquoi les terres habitées, ça, d'un seul coup, ça nous rassure. En fait, c'est parce que on se dit, ben, on retrouve du monde autour de soi, on retrouve ce qu'on a connu aussi. Ça signifie qu'en fait, là, ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi à faire, c'est apaiser son esprit. C'est-à-dire, bon, ben voilà, j'ai trouvé un sentier, il vaut ce qu'il vaut. Bon, il n'y a pas grand monde qui a ouvert le chemin devant moi, mais c'est pas grave. Peut-être que je vais quand même trouver finalement des gens qui ont déjà emprunté ce sentier, qu'au bout du compte, je vais retrouver des terres habitées. C'est toute la faculté d'apaiser l'esprit. Je vous en avais parlé tout à l'heure avec l'idée du cheval et du fait que il a donc demandé cette capacité de calmer les choses. Et là, c'est ce qu'il va réussir à faire. C'est-à-dire, bon, j'y comprends plus rien, je suis dans un désert, on me demande d'avancer, j'ai compris que j'étais carrément perdue, mais bon, tranquille. J'avais un grand-père que j'ai jamais connu parce qu'il est décédé avant ma naissance, mais un grand-père, comme on m'a raconté qu'en fait il avait pour habitude de dire quand t'es perdu, mets ta main au-dessus de ta tête et comme ça tu pourras toujours te dire qu'en fait t'es sous ta main. Alors moi je vais vous dire, bah, quand vous êtes complètement perdu, dites-vous que de toute façon au-dessus de vous il y a toujours Hachem et que Hachem il sait très très bien où vous êtes. Extrêmement bien et qui vous lâchera pas. Donc voilà. Et effectivement, au bout du chemin, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il va cheminer encore très longtemps. À chaque fois, on a cette notion de temps qui revient, où manifestement, ça dure, ça dure. Et là, il découvre un château avec beaucoup de sentinelles qui se tenaient autour. Voilà, un château magnifique, et les vigiles se tenaient bien ordonnés, etc. Bon, ça y est, il va trouver effectivement des habitations. Autrement dit, euh, cette capacité aussi à, quand on apaise son esprit, à voir les choses autrement. Est-ce que finalement, le château, il n'était pas visible de loin? Ben, peut-être que si, mais peut-être qu'en fait, il n'avait même pas la possibilité il n'avait pas encore le regard. Il y a un enseignement extraordinaire de Rabbi Nachman là-dessus, sur la vision, le fait de dire, en fait, cette incapacité à voir les choses de loin. C'est-à-dire, en fait, même à distance, de comprendre la chose, puisque la vision est en lien avec la compréhension des choses. Donc, vous comprenez mieux pourquoi la demande du serviteur, c'est-à-dire, je veux changer les yeux. Parce que si j'ai un autre regard, d'un seul coup, je vais me mettre à comprendre. Je vais renouveler complètement mon cerveau. Et donc, il arrive à ce château. Et en fait, ce château va être lequel? Alors là, ça va être impressionnant parce qu'on se dit waouh, il a déjà quand même fait pas mal de choses. Je commence un petit peu cette partie-là. Donc, château magnifique, etc. Il prit peur à cause des gardiens. Peut-être allait-il l'empêcher d'entrer. Il réfléchit et se dit je vais essayer. Donc, vous voyez qu'à nouveau, il revient à la réflexion. Et il se dit de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Sur ce chemin-là, moi, ce que je trouve extraordinaire aussi, c'est le fait de se dire, au travers de cette réflexion, donc de toute façon, il va falloir que j'ose. Hein. Il va falloir que j'y aille. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais être que dans des contrées inconnues. Je vais être confrontée qu'à des choses que je n'ai jamais faites. Et que donc, est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va rater? Ben, j'en sais rien. Mais de toute façon, si moi, je joue pas jeu et si je n'avance pas dans cette aventure, et bien de toute façon, ça, il y a une chose qui est certaine, hein, c'est comme au loto, c'est-à-dire si on joue pas, on gagne pas. Et ben c'est exactement la même chose ici. Donc ça veut dire si je tente pas, de toute façon, je trouve pas. Voilà. Et donc intéressant, on arrive au stade où il laissa son cheval et il se dirigea vers la forteresse. Premier point ici, ça y est, il laisse son cheval. C'est-à-dire que lui, il va laisser finalement on avait comparé le cheval aux pensées, c'est-à-dire, allez hop, je lâche tout ça, donc j'arrête de vouloir être en maîtrise de tout,
Là, il a nécessité de complètement relâcher et d'ouvrir, c'est-à-dire on appelle ça élargir complètement ses pensées dans une forme d'accueil. Et on verra bien. C'est vraiment le on verra bien. Voilà. Et il se dirige donc vers la forteresse. Et qu'est-ce qui se passe? On le laisse passer, en fait. Donc en fait, il ne se passe rien. Voilà. On ne le retend nullement. Comme il va falloir que je m'arrête, je ne sais pas jusqu'où je vous le lis, mais enfin, sachez une chose, je vais m'arrêter là, et puis on reprendra la fois prochaine, parce qu'en fait, il va passer, il va arriver dans une salle du palais, il va voir le roi qui trône avec sa couronne, etc., et qu'effectivement, il va découvrir la princesse. Mais, c'est loin d'être fini. Hein. Donc, suite au prochain épisode, et donc, ça y est, il a atteint un endroit où il va trouver la princesse. Et donc, je vous retrouve sur la 3e rencontre. N'hésitez pas, encore une fois, à me poser des questions sur le conte. N'hésitez pas surtout à acheter le livre si vous ne l'avez pas et à lire tous ces contes merveilleux. Plein de belles choses à vous et puis on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.